Bonjour l'Afrique, bonjour les Africains, messieurs, dames, bonjour et bienvenue donc à votre émission Regard sur l'avenir. C'est toujours un réel plaisir de vous savoir nombreux donc sur le programme de la C360 TV. Messieurs, dames, dans ce numéro, bien sûr, qui sera consacré essentiellement donc à l'analyse de la récente rencontre des ministres des Affaires étrangères des États du Sahel à Moscou. Cadre désormais formel, réussi Confédération des États du Sahel. Cette rencontre, bien sûr, tenue le 3 avril dernier à Moscou, a produit un communiqué final dans lequel on y trouve des points sur la défense, la sécurité, l'économie, la diplomatie et le développement. Analyse et commentaires dans cette émission avec des personnes ressources. Monsieur Gervais Nadambega, consultant en développement local. Monsieur Imhotep Bayala, coordonnateur du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Messieurs, bienvenue donc à l'émission Regard sur l'avenir. Merci. Bonjour. Et surtout donc merci pour ce temps consacré à la chaîne C360. Avant tout propos, avant donc de rentrer dans le vrai sujet, on va peut-être revenir sur l'actualité. J'aimerais avoir donc vos différentes lectures sur la consistance de la révolution progressiste populaire. Monsieur Nadambega. La révolution progressiste et populaire, je pense que c'est un sujet qui est vrai également. Vous avez dit effectivement, c'est un sujet qui est très vrai. C'est vrai, absolument. Ça parle de l'idéologie. Ça précise effectivement l'idéologie que ce pays-là a opté, pour laquelle ce pays a opté, pour guider la gouvernance de l'État. Mais c'est quoi l'idéologie? En fait, l'idéologie, c'est un ensemble de valeurs, c'est un ensemble de principes, c'est un ensemble d'idées qui guident la gestion d'un État. Alors, c'est très important d'avoir le président du Faso le préciser. Mais qu'est-ce que définit effectivement l'idéologie? L'idéologie définit l'économie, l'orientation économique que l'on va prendre. Ça peut être effectivement du libéralisme, du capitalisme, du socialisme, et ça peut être effectivement du mixte. Ouais. Ça définit effectivement la politique. Ça peut être effectivement de l'autoritarisme que l'on va faire, ça peut être de la démocratie libérale, ça peut être une démocratie endogène. Ça précise là, et ça précise aussi le social. Quel est le type de protection sociale que l'on va avoir? Quelle va être effectivement la méthode de distribution des biens et services qui vont être produits? Tout à fait. Et comment cette production même va se faire? Et c'est quoi son importance? L'importance de l'idéologie, c'est que ça permet une certaine cohérence au niveau de l'État. Ça permet aussi de situer les citoyens au niveau des différents départements de production. Les opérateurs économiques savent qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire, et ça permet de mobiliser les forces en disant à ces forces-là, selon leur appartenance, voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous ne pouvez pas faire. Maintenant, on en vient à la révolution, à la définition qui est faite par le président du Faso. Il dit effectivement que l'idéologie que nous avons choisie, c'est la révolution progressiste et populaire. La révolution, on ne reviendra plus dessus parce qu'on était déjà en révolution, il avait précisé. C'est une rupture radicale pour apporter effectivement des transformations sociales, politiques et économiques qui vont établir effectivement la justice sociale, qui vont amener effectivement le progrès, la participation de tous au bénéfice effectivement de tous. D'accord. Maintenant, on précise que c'est progressiste. En fait, il ne faut pas aller chercher loin. Quand on dit que c'est progressiste, il faut aller simplement à l'image de ce qui est déjà en train de faire, c'est dire que ça va être porté à l'échelle. Prenez les initiatives présidentielles qui ont été initiées. Regardez comment on apporte maintenant de l'eau, comment on subventionne effectivement les populations, les paysans, comment effectivement les usines sont boostées ou initiées. Oui. C'est dire qu'on va élever effectivement la productivité, la productivité du travail, la productivité de la terre à tous les niveaux, la productivité effectivement des ressources à tous les niveaux. Tout à fait. Maintenant, le populaire. En fait, le populaire,
assoit la démocratie, en ce sens que ça signifie effectivement que ça va être de façon très large et définir, ça va être une mobilisation très large et définir quels vont être effectivement les acteurs principaux. Ouais. Et quand on dit effectivement quels vont être les acteurs principaux, vous savez effectivement que sous la Révolution, ce qu'on a appelé démocratique et populaire, la RDP, on définissait effectivement les réactionnaires, les amis du peuple, les ennemis du peuple. Tout à fait. En fait, c'est pour pouvoir s'appuyer sur les forces du peuple qui sont déjà convaincus et travailler à apporter effectivement des gens qui vont effectivement être convaincants contre effectivement ceux qui sont déjà convaincus, qui sont vaincus. Et là, on ne peut pas ne pas prendre un petit bout de temps pour expliquer de là où ça vient la classification de ceux qui vont avec le peuple et ceux qui ne vont pas aller avec le peuple. Vous savez qu'en Révolution, on regarde effectivement ce qui avait été défini à l'époque par Engels et Marx, qui disaient effectivement qu'il y avait la lutte effectivement de classes et que principalement nous avions deux classes. Ouais. La première classe qui était la classe effectivement bourgeoise, qui était constituée de l'ensemble des citoyens qui avaient effectivement le matériel, les facteurs de production. Tout à fait. Et les facteurs de production, c'était quoi? C'était la terre, c'était effectivement les ressources financières, hein, et c'était aussi, c'était quoi? La terre, les ressources financières, c'était les principaux moyens de production. D'accord. Et de l'autre côté, nous avions effectivement les ouvriers qui n'avaient effectivement, c'était les usines, c'est les usines, c'est les ouvriers qui n'avaient que leur force effectivement de travail à vendre. D'accord. Et l'objectif de chacun, c'est que pour ce qui est du bourgeois, il maximise effectivement ses marges, et pour maximiser ses marges, il faut effectivement qu'il réduise ses charges, donc il exploite effectivement là. D'accord. Maintenant, je dois quand même préciser une chose. Vous savez qu'il y avait la RDP sous Thomas Sankara. Ici, on a la RPP. Vous voyez qu'entre la RDP et la RPP, on a remplacé le D par un P. Oui. En fait, si vous regardez, le P contient le D. Oui. Parce que si vous prenez effectivement le populaire, il ne peut pas fonctionner en dehors effectivement de la mise en place effectivement d'organisations, comme on avait effectivement les CDR à l'époque. On peut les appeler autrement aujourd'hui, mais il faudra effectivement des organisations qui portent la révolution. Tout à fait. Et ces organisations qui portent la révolution vont fonctionner nécessairement sur le principe du centralisme démocratique. D'accord. Et ça donc va être démocratique, mais pas sur la démocratie liberticide, qui fonctionne avec sur le libertinage. C'est la démocratie du Nord occidental, mais ça va être notre démocratie. Donc voilà ce que l'on peut dire de façon résumée sur ce qu'on peut entendre par la révolution progressiste et populaire. Ce qui est bien clair. Monsieur Bala, vous allez ajouter quelque chose rapidement en 2 secondes? Non, je dirais que démocratie progressiste et populaire, c'est l'autre face de la démocratie et de la révolution démocratique populaire. Donc, RPP, RDP, la RPP vient créer une forme d'originalité et une forme comment dirais-je, d'approfondissement et surtout de créer sa marque spécifique de la révolution. Tout à fait. Parce que la révolution ne doit pas être un processus de répétition pauvre. Et je pense que le président aurait pu se contenter de dire RDP, mais qu'est-ce qui allait faire la singularité de la dynamique actuelle, à la différence de ce qui s'est passé en 1983, qui reste la boussole inspiratrice de la RPP. D'accord. Est-ce que ça doit être une plate répétition, une plate copie? C'est pourquoi je parle d'originalité, parce qu'il faudrait que dans l'histoire politique, on puisse dire qu'à un moment donné, dans un intervalle T, on a eu la RDP, et dans un autre intervalle, on a eu la RPP, et ainsi de suite. Et je pense que ça vient injecter une sorte de souffle. Et c'est en même temps pour nous inspirer de ce qui a été grand, de ce qui a été des sillons forts qui ont été tracés sous la RDP, mais de renoncer aux tares démoniaques qui ont emporté la RDP. Et donc, si nous voulons être une RDP, une fois de plus, ça veut dire que on s'approprie ses limites,
et ses victoires. Alors que nous voulons provoquer une version qui éjecte, qui met à la poubelle toutes les erreurs stratégiques qui ont porté et qui ont gangréné la RDP et qui ont eu raison d'elle en 1983. D'accord. Alors que nous voulons d'une RPP victorieuse de façon infinie et que le processus ne s'arrête pas. Absolument. Et donc elle consiste dans son étymologie progrès à prendre le peuple à partir d'une étape et de le projeter à une autre étape de façon qualitative en faisant en sorte qu'il soit l'auteur, donc le caractère populaire. Donc on considère que ce bond qualitatif que nous allons faire va être produit et va être soutenu. Son soubassement, c'est les masses organisées telles qu'il les a décrites, celles qui se reconnaissent dans le processus. Et parce que populaire ne veut pas dire que tout le monde est aligné. C'est identifier de façon formelle les acteurs qui soutiennent et surtout être lucide sur les acteurs ennemis à la dynamique pour faire en sorte que les acteurs qui soutiennent, regroupés à travers plusieurs structures d'initiation et d'approfondissement de leur contribution à la révolution, nous puissions invalider l'action nuisible des forces réactionnaires. Absolument. Et c'est pourquoi le caractère populaire, quand nous disons que c'est l'autre forme de la démocratie populaire, comme il l'a expliqué, dans populaire, il ne peut pas avoir la notion de populaire sans qu'il y ait naturellement sa forme démocratique, parce que populaire signifie naturellement démocratie, mais est-ce que ça serait une démocratie telle que nous la recevons des Blancs, ou ça sera une démocratie générée de nos entrailles, issue de notre histoire et de notre culture, telle que l'a fait les Chinois, telle que le font les Cubains, telle que le font les Vénézuéliens, telle que le font les Iraniens, telle que le font la Corée du Nord, et tous ces pays qui ont leur modèle politique propre. Donc c'est une clarification majeure qui vient lever le voile sur tous ceux qui pensaient qu'on était dans une forme de gouvernance qui n'était pas suffisamment claire et qui donnait libre cours à tous les désordres. Et je pense que la clarification vient mettre un stop net et de dire que nous sommes en révolution, donc que tout le monde se tienne prêt. En tout cas, merci. Non, avant que l'on finisse, allez-y rapidement. Je pense que c'est important de préciser quels vont être effectivement les acteurs attendus. Parce que sinon, ça peut paniquer et ça peut jouer dans... Nous espérons que c'est inclusif. Parce que la révolution progressiste et populaire qui est annoncée, elle n'est pas dogmatique. Donc, ça ne veut pas dire que dedans, on va dire effectivement que la féodalité, les féodaux, les chefs traditionnels. Non. Ici, c'est tous ceux qui aiment leur pays et qui s'alignent pour contribuer à ce qu'il y ait un accroissement de la productivité et qu'il y ait de la justice sociale. La chefferie traditionnelle, le chef de l'État l'a bien montré, est partie prenante, pour autant effectivement qu'elle se mobilise pour aider à la mobilisation pour ce travail. C'est pourquoi d'ailleurs, elle a été réhabilitée et les valeurs traditionnelles ont été réhabilitées. Les opérateurs économiques qui sont soucieux de l'intérêt général, qui font soucieux de faire en sorte que dans la production qu'ils organisent, les travailleurs soient bien rémunérés, ils font partie. Et toutes les classes et couches sociales qui sont engagées dans la productivité et qui sont engagées dans la justice sociale, qui sont engagées dans l'amour de leur pays, sont attendus pour contribuer. D'accord. Voilà donc ce qui est bien dit, juste en tout cas une parenthèse pour éclairer les populations burkinabées par rapport donc à cette sortie du président du Faso qui a donc annoncé la révolution progressiste populaire. Le 3 avril dernier s'est tenue à Moscou la première rencontre du cadre désormais officiel Russie Confédération des États du Sahel. Monsieur Narambega, comment trouvez-vous donc l'opportunité d'une telle rencontre? Il faut saluer effectivement cette rencontre. Je vais noter simplement que je m'attendais à ce que ce soit sur l'invitation des États de l'AES. Et pas que ce soit effectivement les États de l'AES qui soient invités par le ministre effectivement des Affaires étrangères de Russie. Pourquoi je dis ça? Parce que nous devons montrer
que nous nous sommes organisés, nous savons ce que nous voulons mettre effectivement ensemble, en commun, dans le cadre de la Confédération. Nous savons ce qui est notre force, nous savons ce de quoi nous avons besoin et nous devons être proactifs. Mais il faut que nous continuions à travailler de façon proactive. Ceci dit, il faut saluer que la rencontre ait eu lieu. Parce que c'est déjà un grand pas. C'est un grand pas parce que ça a permis, vous voyez que dès le début, nos délégations se sont rencontrées pour faire le 2 avant le début de la rencontre avec le ministre des Affaires étrangères de la Russie. La synthèse de leurs attentes, la coordination de leurs attentes, de ce qu'ils allaient communiquer. Ça, c'est un pas. Et j'aimerais effectivement qu'on souligne ça avant effectivement ce qui a eu lieu par la suite. Si vous regardez également, c'est la première fois que le drapeau de l'AES flottait à l'international. Et pas effectivement dans un petit pays. Non, dans une puissance. Une grande puissance, effectivement. Ça, c'est quelque chose, effectivement, à relever. Pendant qu'il y a des gens qui sont en train d'hésiter et de tenter, effectivement, de mettre, effectivement, sous boisseau notre organisation parce qu'ils ont peur, effectivement, de ce que ça va devenir. Voilà un pays qui dit, nous sommes là, nous reconnaissons, effectivement. Et ce n'est pas étonnant parce que c'est le pays aussi qui, une semaine après la création de l'organisation, l'avait déjà reconnu. D'accord. Ça, c'est des choses, effectivement, qu'il faut saluer. Ensuite, ça a été effectivement un cadre où il y a eu non seulement les débats, mais il y a eu de grandes décisions. De grands engagements. De grands engagements. Je pense qu'on aura l'occasion effectivement de revenir sur les engagements. Tout à fait. Mais pour le moment, je voulais souligner effectivement ces éléments qui étaient effectivement, qui montrent que la rencontre, comme vous l'avez dit, était une très belle opportunité pour les États de l'AES. Monsieur Baella, qu'est-ce qui va changer désormais dans cette approche Russie, Confédération des États du Sahel? Oui, dans la forme déjà, c'est vrai, on est encore dans une diplomatie défensive, comme l'a souligné, ou attentiste, comme l'a souligné le grand frère Nadabega, mais qui a véritablement conscience de ses propres intérêts et qui n'est pas gêné dans une hypocrisie diplomatique de présenter clairement à son partenaire les intérêts qui sont les siens. Et qui est suffisamment conscient que l'interlocuteur diplomatique en face a aussi des intérêts. Et savoir lire les intérêts et les besoins de la personne avec qui on est en relation. C'est un atout pour ne pas perdre. C'est un atout pour sortir du très longtemps et humiliant chemin de coopération que nous avons eu avec les puissances esclavagistes occidentales qui ont consisté durant toute la durée que cette coopération de type négrière a eu lieu à une coopération gagnant-perdant. Gagnant pour eux chaque fois qu'on est en discussion et perdant pour nous toutes les fois que nous avons eu à traiter avec ces puissances. Donc ce qui va changer fondamentalement, c'est que nous partons vers des équilibres de coopération, vers un respect consacré des entités en discussion et vers la fin des hégémonies ou des paternalismes qui consistent en ce que les points de vue culturels, civilisationnels dominent même les intérêts stratégiques et les besoins des nations avec lesquelles on discute. C'est-à-dire que ce n'est plus une coopération où on vient vous dire qui est qualifié pour se marier et selon quels critères d'homme ou de femme, ou qui est qualifié pour lutter contre des tares imaginaires, mariage forcé, et souvent moi je vois en Espagne, le droit de mariage est ramené à 13 ans. En Grèce, c'est presque à 12 ans, sinon 9 ans. Est-ce que nos populations sont conscientes qu'effectivement, dans un rapport comparé de la gestion des mœurs publiques, l'Afrique a des millénaires, une institution par exemple du mariage qui n'a rien à envier au chaos moral occidental. Donc on n'a pas une diplomatie qui consiste pour notre partenaire russe de venir nous imprimer des marqueurs culturels,
civilisationnel, moral et même religieux. Donc il y a un respect, il y a une mutualité dans les regards. Et quand vous êtes dans cette disposition, quand vous commencez à respecter la civilisation de l'autre, c'est que vous êtes à même de respecter les intérêts propres à sa civilisation. Donc, vous respectez le principe consacré par l'ONU et piétiné par l'ONU de l'égalité des nations et de l'égalité des chances. Et vous aurez constaté que ce seraient des rencontres cycliques. Elles ne seront pas à sens unique. Ce ne serait pas chaque fois des Africains qui se mobilisent pour aller à Moscou. Mais ce serait aussi le cas et le temps pour Moscou de se mobiliser pour courir vers le Sahel. Et parce que Moscou a intérêt à courir vers le Sahel. S'il traîne les pas, comme le Togo, dans le cadre sous-régional ouest-africain qui a hésité et finalement d'autres ont menacé sa posture, tel le Ghana qui parle l'ouverture de son port et ainsi de suite. Donc la Russie doit, pour préserver son avance géostratégique aux côtés de l'AES, parce qu'il a été le premier pays au monde à reconnaître immédiatement la création, à reconnaître l'AES comme une entité politique et géopolitique. Oui. Et ensuite à faire flotter le drapeau de l'AES hors de ses frontières. Oui. Ce sont des pas que la Russie doit capitaliser. Et aussi, la prochaine rencontre, ça sera dans un des pays de la Confédération. Et la Russie n'est pas complexée comme l'ex-oppresseur, mais elle va s'inscrire dans cet ordre. Et je pense que c'est un paradigme diplomatique qui s'inverse avec les éléments que j'ai évoqués. Tout à fait. Monsieur Nadambega, en plus donc du triptyque qu'on avait, sécurité, défense et puis diplomatie, on a ajouté l'économie et le développement. Vous savez, on reste dans le pragmatisme là. Dans le pragmatisme, j'allais dire. On reste dans le pragmatisme et c'est une chose qu'il faut saluer. Mais il faut donner des indicateurs pour que ceux qui nous écoutent sachent que ce n'est pas des choses dont on parle seulement en l'air. Un, vous avez entendu effectivement de la bouche de l'excellent Lavrov qu'en fait, ils ont besoin de l'Afrique. Oui. Et ils savent que nous avons besoin d'eux, mais ils ont besoin de nous. Ouais. Et ils n'ont pas besoin seulement de nous, au niveau effectivement diplomatique. Parce que ça s'est prouvé effectivement à la dernière rencontre des Nations Unies. Et vous voyez effectivement que nous avons, avec même les États-Unis et l'Union soviétique, eu la même position. Tout à fait. Vous voyez effectivement que par rapport aux sanctions, les États-Unis, la Russie et le Burkina Faso et l'AES disent nous sommes d'accord pour la charte des Nations Unies, mais pour une charte qui est respectée et qui n'est pas une charte effectivement que l'on applique à vitesse variable. C'est-à-dire, par exemple, les sanctions, on ne doit pas utiliser les sanctions pour juste affaiblir, régler les problèmes effectivement politiques et économiques que l'on a. Et pour revenir spécifiquement à ce que vous avez dit, vous savez que l'économie porte effectivement le développement, porte effectivement l'ensemble de tout ce que nous sommes en train de défendre et mettre en commun, qui est la sécurité, la diplomatie et la défense. Pourquoi la diplomatie ? Pourquoi la défense ? On parle effectivement de diplomatie pour donner plus de paix, de stabilité, pour pouvoir effectivement mener des activités de développement. Tout à fait. Parce que dans l'instabilité, dans le terrorisme par exemple que nous avons, nous ne pouvons pas parler effectivement de développement approfondi. Oui. Et inversement, la sécurité que nous gagnons va favoriser effectivement des actions de développement et le développement apporte effectivement la sécurité. Donc, ce n'est pas des choses antagoniques ou des choses qui viennent effectivement se compléter. Pour que nous comprenions encore mieux, nous nous fassons mieux comprendre, regardez ce qui est en train de se passer au Burkina Faso. C'est ce qui est en train de se passer au niveau de l'AES et c'est ce que la Russie s'engage effectivement à accompagner, ce quoi la Russie s'engage à accompagner le Burkina Faso. Les ennemis, effectivement, de notre révolution disent, ouais, on dit qu'il faut reconquérir le pays, on n'a pas dit effectivement d'aller ouvrir des usines, on n'a pas dit effectivement d'aller mener des activités effectivement économiques.
Mais on va nourrir effectivement les soldats avec quoi? Est-ce qu'on va continuer effectivement à les prêter, demander de l'argent de dehors pour le faire? Et si nous voulons effectivement que les gens continuent de contribuer comme ils contribuent, il faut effectivement qu'ils puissent produire et qu'ils puissent faire des épargnes. Pour faire des épargnes, il faut les accompagner effectivement dans la production, donc au plan économique. Il faut qu'il y ait du développement. Tout à fait. Voilà. Donc, ce n'est pas effectivement des choses qui viennent en addendum, mais c'est des choses qui viennent approfondir la sécurité, approfondir la diplomatie, n'est-ce pas? Et approfondir toutes les questions de défense et de lutte contre le terrorisme, qui sont des questions primordiales. Et n'oubliez pas que c'est ça qui a amené, dès le départ, le rapprochement entre ces trois pays. C'est d'être une coopération décomplexée. Oui, c'est de dire effectivement de façon pragmatique, nous avons effectivement un terrain qui n'a pas de limite pour les terroristes. Nous ne pouvons pas nous mettre effectivement dans notre combat des limites à nos interventions. Et en parlant de ça, il faut attaquer effectivement, on peut parler effectivement des acquis de cette rencontre effectivement sur ces points. Au plan effectivement de la défense, vous voyez effectivement que pour ce qui est de la force unifiée de l'AES, la Russie s'est engagée à contribuer à l'équipement, à la formation et à l'information de cette force qui va se mettre effectivement en place. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire effectivement que parce que ça s'ajoute, ça va affaiblir ce côté. Non, ça va effectivement le renforcer. Mais je voudrais aussi dire, c'est des forces, mais je voudrais dire aussi les défis que nous avons. D'accord. Parce que c'est les défis qui nous permettent effectivement d'avancer. Si vous prenez le format à cette rencontre, vous savez que dans chacun de nos pays, nous avons ce qu'on appelle effectivement les commissions nationales AES, Oui. qui sont des institutions très importantes. Et si vous analysez la participation, nous n'avons pas eu, il faut le reconnaître, la participation de notre commission nationale à cette rencontre. Pourquoi? Parce que nous avons pour le moment une faiblesse d'harmonisation de nos structures. Si vous prenez la commission nationale malienne, le président de la commission nationale malienne, c'est le ministre Diop, qui est en même temps le ministre des Affaires étrangères. Oui. Donc, le Mali, au niveau effectivement de la commission nationale, était là. Si vous prenez effectivement le Niger, au Niger, la commission n'est pas, les membres de la commission ne sont pas indépendants. Ceux qui ont été, parmi ceux qui ont représenté effectivement le Niger, il y avait des membres effectivement de la commission. Donc pour moi, je ne veux pas dire effectivement qu'ici, moi je trouve qu'ici, la façon dont ça a été effectivement construit, c'est très bien, parce qu'elle doit être effective, cette commission doit être indépendante. Elle doit être indépendante de l'exécutif. Elle doit être indépendante du législatif, parce que c'est elle qui doit pouvoir, lorsque les structures que l'on veut mettre en place, dans le cadre de l'organisation, vont être en place, c'est elles qui vont rencontrer ces organisations, discuter pour remonter avec la volonté du peuple et conseiller, informer effectivement le président du FASO pour qu'avec son gouvernement, il puisse prendre ça en charge et revenir évaluer le niveau de satisfaction pour eux. Donc, il ne doit pas être de l'exécutif et du législatif. Et ça, on devrait harmoniser effectivement tout ça. Et puis, vous savez que le Niger n'a pas encore ratifié le traité de l'AES. Et qu'est-ce qui bloque? C'est certainement des petits défis internes, mais ça doit être des questions qui doivent être résolues le plus rapidement possible. Parce que si nous allons en AES pour rencontrer effectivement la Russie et discuter, ils doivent savoir qu'ils ont une entité avec laquelle ils peuvent discuter, qui a une représentativité légale. Tout à fait. Et ça rapporte notre force. Parce que vous savez que des États avancés comme la Russie veulent toujours avancer sur la question des principes, sur la question effectivement du droit. Et si vous arrivez et vous avez une AES qui se trouve là, et une confédération AES qui se trouve là, et à l'intérieur, il y a un membre qui n'a pas encore ratifié, il y a encore des hésitations. Et je souhaite que, à la prochaine rencontre qui va se passer ici, ce soit non seulement harmonisé au niveau de la structuration des commissions nationales, et qu'il se trouve que les traités soient complètement signés, et que ce ne soit pas la veille qu'on se rencontre pour harmoniser ce que nous allons défendre avec
la Russie, mais que ce soit des choses déjà intégrées dès le départ. Ouais. Monsieur Bayala, aujourd'hui, est-ce que nous pouvons nous satisfaire un peu de cette coopération Russie-AES? Oui, je pense que cette coopération Russie-AES, dans le dispositif même mental, était quelque chose de très attendu des populations. Voyez-vous, ce n'est pas par hasard que le drapeau de la Russie, sur le plan psychologique, sur le plan des imaginaires, flotte partout. C'est une revendication qui renvoie à l'idée que la Russie est différente des esclavagistes avec lesquels nous avons été en contact pendant longtemps. L'imaginaire populaire le partage. Ne le partage pas par amour aveugle. Elle le partage parce qu'elle n'a pas connaissance d'actes de colonialisme, d'actes d'esclavagisme, d'actes de barbarie perpétrés par ce pays. Ouais. Et ensuite, nos populations observent et constatent que la Russie s'est faite une réputation sur les plans diplomatiques, sur les plans militaires, sur les plans économiques. Et qu'aujourd'hui, s'adosser à la Russie est comme une sorte de garantie pour invalider toutes les tentatives d'agression ou d'attaque ennemie qui viendront du bloc occidental. Et je pense que le pari des imaginaires est un pari réussi. Mais voyez-vous comment ce pari des imaginaires se lie à une réalité? Parce qu'effectivement, en faisant le choix de cette coopération et en la privilégiant, nous avons eu des équipements que nous n'avons jamais eus dans les coopérations antérieures avec le bloc occidental. Et même quand nous avons donné notre argent pour acheter des armes, nos partenaires occidentaux se sont joués de perfidie pour et à la fois bloquer nos armes et bloquer l'argent. Est-ce qu'il y a Donc une on n'avait pratique... pas les armes, on n'avait pas l'argent. Et on n'avait pas notre argent. Et si on ne nous mettait pas dans un protocole, dans une gymnastique longue, épuisante, et qui absorbe la force de travail de nos administrations, qui les focalise sur des partenariats économiques et militaires, et par lesquels ils finissent par des échecs parce qu'ils n'ont ni les armes, ni l'argent, et finalement, on n'a pas des soldats équipés sur le front. La Russie et cette coopération a résolu. Voyez-vous un seul indicateur? On disait que la Kalachnikov qu'on payait par les mêmes circuits avec nos partenaires occidentaux par lesquels on transitait, cette Kalash nous coûtait la bagatelle de 750 à 850 000. L'unité. Aujourd'hui, elle nous coûte à peine 150 000 l'unité. Voyez-vous la différence et la marge que nous avons? Et donc, avec 850 000 pour une seule Kalash, nous obtenons plusieurs Kalash avec ce même montant. Grâce à qui? À un partenaire qui a été capable de transparence, qui a été capable de comprendre nos besoins. Et ne nous donne pas ça gratuitement, sans contrepartie de l'argent que nous lui donnons. Donc, il a son intérêt économique et stratégique préservé, et en contrepartie, il nous livre ce que nous avons besoin. Il a permis de nous aider à adresser sur les plans de renseignement. Regardez comment notre renseignement, les systèmes de renseignement de l'AES brillent par une capacité qui a envoyé à plusieurs reprises Paris à douter de la DGSE. Le patron de la DGSE a été chassé au lendemain d'un complot dont il pensait être les seuls propriétaires du secret. Et Tiani a dévoilé des noms aux coordonnées et même le schéma de déploiement de l'ennemi. Oui. Ils étaient obligés de constater que ces pays africains auxquels ils avaient coutume, même s'ils refusent de l'admettre, ces pays-là en tout cas n'existent plus. Pour le Burkina, pour le Mali et pour le Niger. Oui. Peut-être qu'il faut regarder en Côte d'Ivoire ou au Gabon. C'est là-bas peut-être qu'on peut retrouver, ou je ne sais, peut-être au Sénégal. Mais en tout cas pour l'AES, grâce à notre partenariat stratégique, on a des outils d'observation et de surveillance qui nous permettent d'engranger des acquis sur la stabilité sécuritaire et sur la stabilité sur le plan politique et sur le plan de la défense de nos territoires. Tout à fait. N'eût été ce partenariat stratégique et l'alliance de défense qu'est le début de l'AES, de la Confédération, entre d'abord ces trois pays et
leur partenaire stratégique russe, les 2000 mercenaires français de l'armée française, les barbouzards, débarqués à Abidjan. Selon les affirmations de Jean-Marie Bockel, le représentant élysée de l'Afrique, alors le Niger aurait été un Capharnaüm, un terrain de désordre, de boucherie, parce que le colonialisme français a horreur des hommes qui lui tiennent tête, des femmes qui se dressent contre lui. Il faut humilier et faire payer cher au Niger et par-delà à tout l'AES. Parce qu'après le Niger, le Burkina devrait s'attendre à l'arrivée de ces mercenaires hyper armés, comme nous prévenait Thomas Sankara le 26 mars 1983. Les mercenaires se préparent à venir, mais est-ce que les voltaïques les laisseront venir nous attaquer impunément? Mais c'est les fruits de cette coopération gagnant-gagnant qui nous ont permis, avec notre allié stratégique, d'avoir des informations satellitaires précises et d'avoir également un renseignement fiable pour déjouer tous les plans ennemis où étaient mobilisés des pays avec des statuts de laquais, de vassaux du colonialisme, comme le Nigeria, comme le Bénin et comme la Côte d'Ivoire, qui se sont montrés hyper enthousiastes à l'agression et à la destruction de frères africains. Je pense que la Russie rentre dans un paradigme que nous avons toujours voulu, celui d'obtenir notre souveraineté et de bâtir de façon solide cette souveraineté avec une indépendance réelle. Et la Russie, pendant les discussions, Lavrov l'a répété, il dit que c'est le deuxième réveil et d'aspiration à la souveraineté de l'Afrique. Et pour eux, après les échecs des premières tentatives, ils ont envie de participer à la construction de projets souverainistes, particulièrement en Afrique, parce que cela va aider aux équilibres dans le monde. Oui. Si la Russie est forte seule, alors elle va attirer vers elle toutes les menaces. Mais si elle est forte, et l'AES est forte, la Chine est forte, l'Iran est forte, mais c'est plusieurs entités multipolaires dispersées dans le monde. Et donc nos ennemis occidentaux seront dispersés et ne pourront plus se coaliser pour terrasser une seule entité. Donc c'est dans l'intérêt stratégique, ce n'est pas pour cadeau, c'est dans l'intérêt stratégique de la Russie de ne plus subir les agressions et les barbaries occidentales que de diversifier, de participer à la construction d'autres puissances. Plus il y a de puissances alignées sur le principe des BRICS, alignées sur la multipolarité, le multicentrisme, plus la Russie aura le temps de respirer et de s'occuper de ses projets ambitieux et gigantesques pour accroître le bien-être et la qualité de vie de ses citoyens, mais aussi partager ses expériences. Et je pense que, en tout cas, sur tous les aspects, nous avons des éléments clés qui nous prouvent que nous n'avons pas eu tort de tourner radicalement le dos à nos ennemis d'hier qui s'étaient couverts de tuniques d'amis, et nous devons de façon décomplexée assumer cette approche de coopération et la renforcer avec des structures étatiques chez nous qui doivent être plus alertes. Je pense que le grand frère Nadan Bega le disait. Vous savez, les puissances comme la Russie ont une histoire et elles ne sont pas, confortables quand elles constatent qu'il y a du laxisme dans la démarche de ses alliés. Ça peut l'amener à se désengager. C'est ce que Gbagbo Laurent a vécu en 2010. Parce qu'on a constaté qu'à la fois que Gbagbo voulait basculer du côté de la Russie, il était aussi confiant qu'effectivement, la France pouvait être un allié, il pouvait continuer à discuter. Et donc, à un moment donné, pour des puissances comme la Russie qui connaissent les risques de son action, on ne se permet pas à ce que des amateurs, des gens qui hésitent entre la souveraineté et la poursuite de la domination coloniale, alors à un moment donné, c'est à nous d'harmoniser nos administrations, d'harmoniser toutes les institutions que nous mettons en place pour que notre action soit cohérente vis-à-vis de notre partenaire qui est très exigeant sur les règles et les principes. Absolument. Monsieur Nadan Bega, y a-t-il de réelles perspectives dans cette coopération avec la Russie? Ben oui,
Et c'est là qu'il faut saluer effectivement le franc jeu qu'il y a. Et ce franc jeu est caractérisé par quoi? Par l'acceptation qui a même été postulée par les deux parties que les échanges sont des échanges gagnant-gagnant. Oui. Ce n'est plus effectivement des situations comme nous venons vous aider, nous venons vous donner. Disent non. Nos échanges en une année ont cru de 10 fois plus qu'effectivement par le passé, en une année. Oui. Et il dit c'est bien, mais ça n'a rien à voir par rapport au potentiel de croissance qui existe. Oui. Donc, vous avez posé la question effectivement sur la perspective. La perspective est fondée sur le potentiel qu'il y a. Parce qu'on apprécie déjà ce qu'il y a. Mais ils reconnaissent tous, le potentiel est très grand. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus que il a parlé d'établir la délégation de l'AES par la voix effectivement du ministre Diop a précisé qu'il souhaitait avoir un pont qui est la Russie avec les États du BRICS. Oui, exactement. Parce qu'effectivement, ça construit effectivement un monde, ça renforce la construction du monde multipolaire, qui fait que les gens ne peuvent plus venir de façon unilatérale imposer quelque chose. Et dans ce sens, la Russie a pris l'engagement d'accompagner la mise en place effectivement de la banque d'investissement du Sahel. Oui. Une banque d'investissement du Sahel est plus que nécessaire aujourd'hui, au moment où nous savons que, en quittant la CEDEAO, et que la CEDEAO était le pont par lequel on avait les petites miettes, mais avec des strings attached, comme disent les Anglais, des conditions qui favorisent l'exploitation, maintenant, nous pouvons, si effectivement ceci se concrétise, avoir l'opportunité, dans un cadre ouvert, mais pas sous pression, des ressources pour financer notre développement dans les 3 pays. Et ça, c'est une perspective très, très intéressante. Ensuite, c'est un élément de diplomatie, mais qui est également un élément très important de perspective en matière de défense. C'est quoi? C'est lorsque nous avons eu le courage au niveau de l'AES, par la voix effectivement du ministre Diop, de caractériser l'Ukraine comme un pays terroriste. Oui. Et ça ne se dit pas effectivement, il ne l'a pas dit en l'air. Il y a effectivement l'aveu que l'ambassadeur de ce pays-là a fait. Donc à partir de ce moment, pour ce qui est effectivement de la construction de notre sécurité demain, on peut toujours établir que l'Occident passe effectivement par l'Ukraine pour pouvoir armer les terroristes. Et ce n'est plus seulement des éléments d'argumentaire, de populaire, etc., mais c'est du vécu. Et ça va renforcer notre... Les éléments de perspective, c'est aussi l'armée unifiée de l'AES. Regardez ce qui est en train de se passer. Les gens utilisent une technique aujourd'hui de harcèlement. Une technique de harcèlement, ils vous parlent effectivement, ils viennent effectivement essayer de préparer un programme à Solenzo. Ça ne réussit pas. 2 jours après, ils se déplacent rapidement à l'Est pour aller tenter effectivement de... Nous devons pouvoir avoir une armée au niveau de l'AES qui, lorsqu'il y a un harcèlement dans un coin de l'AES, qu'il puisse avoir une réaction forte, déterminante, qui amène les gens à ne plus recommencer. Donc, ça, c'est une perspective et il y a l'équipement, il y a les formations qui sont annoncées. Mais ça ne veut pas dire effectivement que nous sommes dans une situation où nous demandons simplement si ça. Ça veut dire que c'est des choses qui vont être payées. Et c'est pourquoi c'est très important d'apprécier la transparence, la sincérité et la constance dans la qualité de partenaire que représente effectivement la Russie. Tout à fait. Donc, les perspectives, c'est aussi des perspectives de développement au niveau de l'énergie. Vous êtes pas sans savoir que le nucléaire que nous voulons effectivement développer dans l'AES, c'est un nucléaire au service
de l'énergie qui va améliorer effectivement la productivité dans tous les secteurs. La plus grande faiblesse que nous avons, c'est l'énergie électrique. Et par cet accord, nous allons avoir certainement l'agence la plus forte aux États-Unis, en Russie, qui s'occupe effectivement du nucléaire, nous accompagner à ce niveau. Donc, c'est des perspectives, j'allais dire, importantes et dont nous sommes sûrs que ça peut se réaliser, mais nous devons nous organiser mieux pour pouvoir effectivement saisir cela. Tout à fait. Monsieur Baïla, en somme, les voyants sont au vert pour l'AES et puis dans cette coopération avec la Russie. Oui, on peut véritablement se satisfaire, surtout quand on voit que les différents enjeux sous-régionaux, la menace terroriste, mais aussi les menaces politiques d'instabilité qui guettent les régimes. Regardez la taille des apatrides positionnés à Paris et à Abidjan, qui menacent la stabilité des pouvoirs de l'AES et même basés au Nigeria et tout le reste. Et regardez aussi la guerre informationnelle que des torchons coloniaux nous livrent. Et je ne vais pas nommer ces médias, mais quand vous regardez, comme le disait Emmanuel Macron, France Média Monde est un outil magique entre les mains de l'oppression coloniale française pour continuer à imprimer sa marque. Face à cette guerre informationnelle, je pense que Diop a répondu en disant que nous sommes dans un processus de mise en place de groupes médias qui vont de façon efficace et radicale mener et livrer cette guerre informationnelle, parce que les guerres, elles se gagnent ou elles se perdent d'abord par l'information, ou en tout cas l'information est cruciale, c'est un carrefour, et celui qui le contrôle, celui qui est le mieux immunisé peut arriver à bout de ses projets, de sa vision. Donc c'est un élément stratégique, et vous savez qu'un satellite de communication est indispensable. Je ne pense pas que jusque-là nous avons notre propre système satellitaire de communication. Jusque-là, je pense certainement que nous fonctionnons sur la base de près avec celui d'un système satellitaire chinois ou russe, mais tout compte fait, on n'a pas encore un contrôle et un projet propre. Mais je pense qu'il a été aussi évoqué l'idée de déploiement d'un satellite personnalisé AES qui va pouvoir avoir une efficacité d'observation et de suivi de tous les mouvements amis et ennemis, mais aussi de nos espaces quand même en système de maillage, de défense, c'est très limité. Quand vous prenez le Niger, quand vous prenez le Mali, la taille des pays, vous prenez même nos pays, le Burkina Faso qui a une superficie relativement plus petite par rapport aux deux autres. Il évoquait tout à l'heure des mouvements qui peuvent partir de Solenzo, donc de l'ouest à Karma l'est. Donc si nous avons un système qui suit de près l'ensemble de ces éléments-là, c'est quelque chose de stratégique et de très important. Vous aurez remarqué par exemple que les enjeux énergétiques qui ont été évoqués, je veux relever une chose. Vous voyez, quand on a parlé d'énergie nucléaire, tout le monde est des experts sortis de nulle part, des experts des institutions de Bretton Woods, de nationalité burkinabé, qui ont même été premiers ministres dans ce pays, sont sortis pour dire que non, il faut des périmètres, il faut telle quantité de distance, sortis avec des chiffres alarmistes, dans l'objectif d'entériner les ordres reçus de Paris, à l'effet de dissuader notre ambition de relever le défi que le partenariat économique avec la France sur le plan énergétique ne nous a pas permis d'obtenir. Voyant les menaces de le réaliser, on sort une bactérie d'intellectuels sous ordre qui sortent et qui commencent à fusiller de partout, qui tirent de partout, c'est pas possible, c'est ainsi de suite. Et qui nous disent que avec la Russie, c'est dangereux, ce n'est pas bon, mais qui ne disent rien et qui sont même responsables du processus du nucléaire civil dans des pays comme le Rwanda. Mais comme ce projet de nucléaire civil est porté par les États-Unis, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est un projet de nucléaire civil porté par la Russie, ça devient un problème. Donc nous devons prêter attention
au rugissement de certains valets locaux et savoir que ce sont des gens pistonnés à l'effet d'arrêter l'AES. Et donc pour moi, les voyants sont vraiment au vert. C'est à nous de tirer profit de cet avantage que nous avons avec la coopération russe. 2 minutes rapidement, M. Ndamega. Les voyants sont au vert. Oui, il faut rester concentré. Les voyants sont verts, mais en termes effectivement de potentiel. Mais ce qui s'est passé jusque-là va éveiller encore beaucoup plus de perfidie de la part effectivement des adversaires hier qui attendaient le chaos. Vous savez que lorsqu'effectivement on a mis la France out au Burkina Faso, au Niger et au Mali, ils se sont dit ça va être le chaos généralisé. Le président Macron lui-même l'a dit, ça va être le chaos généralisé, les terroristes vont, etc. Et ça fait près effectivement de 2 ans et demi et nous sommes là et nous sommes en train de gagner même notre territoire avec le partenaire. Donc, il y a une rage de pouvoir semer le trouble, de pouvoir semer effectivement la guerre civile, de pouvoir monter effectivement des rébellions pour arrêter tout ça. Et c'est pourquoi effectivement nous devons redoubler de vigilance, améliorer notre organisation et aller vite. Et quand je dis aller vite, c'est là que nous pêchons. Nous devrions aujourd'hui, pour ce qui est effectivement de l'armée, ne pas être dans les tergiversations pour un pays qui est prêt comme la Russie à nous accompagner. D'accord. Et il faut aller vite. Voyez ce qui est en train de... N'oubliez pas effectivement que le général Félon, qui a dit qu'il faut reconquérir l'Afrique dans 10 ans, n'a pas attendu effectivement même 2 ans pour venir effectivement au Bénin et pousser effectivement à ce que... Et ce qui est en train d'arriver, on n'accuse pas directement parce qu'on n'a pas les preuves, mais c'est clair effectivement que sa présence, au moment où c'est en train de se multiplier et les attaques du côté effectivement des 3 frontières, du côté de la frontière du Bénin et du Niger, ce n'est pas étranger à cela. Ouais. Donc, nous devons effectivement rester vigilants, focus comme vous l'avez dit, et nous organiser mieux pour saisir tout le potentiel parce que les voyants sont verts pour ce qui est de l'avenir si nous nous déterminons. Absolument, nous sommes donc à la fin de cette émission. Merci donc à nos talentueux analystes, à vous qui avez suivi donc cette émission de bout en bout. Merci infiniment. Retrouvez les programmes de la C360 TV sur Facebook, YouTube et WhatsApp, Twitter et Instagram. Portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine.